Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Harry Potter et l'Ordre des Philosophes de Gwendal Fossois. Commençons tout d'abord par la présentation de l'auteur. Donc, il s'agit d'un auteur français contemporain. Il a été journaliste et rédacteur en chef, illustrateur et éditeur. C'est un spécialiste de la pop culture et ses livres proposent une relecture des œuvres connues, selon lui, pour en tirer des leçons de vie au travail et dans la vie privée. Il a notamment écrit La philosophie du Petit Prince, La mythologie selon Star Wars, La philosophie selon Arsène Lupin, La mythologie selon Game of Thrones et Harry Potter et l'Ordre des Philosophes, dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de parler de la thèse du livre, je vous informe qu'un bonus sera présent à la fin de la vidéo sur les étoiles dans le monde d'Harry Potter. Donc, normalement, c'est un sujet qui est assez connu pour les gros fans de Harry Potter, mais c'est assez méconnu pour les moins fans, on va dire, et je développerai cette partie après le résumé du livre. Nous pouvons maintenant revenir à la présentation du livre. Quelle est la thèse du livre ? Cet ouvrage propose une immersion dans la saga de Harry Potter par le biais de la philosophie, afin de comprendre le sens des messages et la façon dont ces messages vont être véhiculés. L'auteur indique qu'il s'est appuyé pour écrire ce livre sur les romans et les autres livres dérivés de la saga Harry Potter et également sur les films. Il indique que cette approche qu'il va proposer dans son livre va permettre de saisir ou de mieux saisir la portée de l'univers fantastique de Harry Potter en s'arrêtant sur des éléments dans la vie et dans la narration du livre qui expliquent pourquoi cela a trouvé un écho puissant chez les lecteurs dans le monde entier. L'auteur explique également que la philosophie n'est pas la seule grille d'analyse possible de Harry Potter, car cette saga peut être aussi également analysée par le biais de la mythologie. Nous passons à la première partie du livre, dans laquelle l'auteur va expliquer pourquoi Harry Potter est une introduction à la philosophie. Selon lui, la saga entend véhiculer autre chose que la simple aventure héroïque d'un personnage qui est entouré de ses amis. Derrière l'intrigue, des messages se déploient et vont être développés jusqu'au final de la saga. Avant de parler plus en profondeur des messages qui vont être véhiculés, l'auteur précise tout d'abord pourquoi ce livre a été une réussite. Selon lui, c'est grâce à l'ancrage dans un univers de fiction qui parle à tout le monde. L'auteur dit bien que la manière d'ancrer dans le réel un univers de fiction par l'autrice du livre Harry Potter est d'inviter le lecteur à être quelqu'un qui participe de manière indirecte à l'histoire, à jouer un rôle central dans cette réussite. Harry, dans ce microcosme, n'est jamais qu'un avatar du lecteur qui découvre en même temps que lui les mystères de ce monde magique. En effet, l'auteur précise bien que tous les pans de la vie des sorciers se basent sur le réel, auquel s'ajoute un merveilleux qui va légitimer l'existence de la société magique. Dans les deux univers, donc magique et le nôtre, il y a des photos et des tableaux qui sont les mêmes que dans le monde des moldus. À la différence que chez les sorciers, ils sont en mouvement et les personnages qui sont représentés peuvent interagir avec les vivants. Le jeu est également abordé de manière comparable avec le Quidditch qui constitue le sport national des sorciers. Cela fait évidemment écho au foot qui est présent dans de nombreux pays. En plus de vivre dans un monde qui est très proche du nôtre, Harry Potter va vivre des expériences et avoir des sentiments que peuvent éprouver au quotidien les adolescents d'aujourd'hui. L'auteur dit bien que nombre de jeunes lecteurs peuvent se projeter en Harry, mais aussi des lecteurs adultes qui peuvent y retrouver des échos de leur jeunesse. Dans les premiers livres, l'enfance et l'innocence sont présentes, avec une recherche de modèles parentaux, notamment chez Dumbledore. Il y a également le développement d'un environnement social direct,
avec Hermione et Ron. Ensuite, dans Le prisonnier d'Azkaban, vont apparaître les premiers émois amoureux. Dans l'ordre du Phénix, l'adolescence apparaît avec les premiers doutes existentiels. Dans Le prince de sang mêlé, ce sera la prise de conscience de sa propre action dans le monde. Et enfin, dans Les reliques de la mort, ce sera l'arrivée à l'âge adulte avec la responsabilisation totale. L'auteur précise que, en faisant baser le monde de Harry Potter sur le réel et en liant intimement le lecteur au personnage, J.K. Rowling a voulu ancrer le merveilleux dans le réel, c'était son objectif, et cela a deux fonctions. Tout d'abord, c'est d'ordre narratif. J.K. Rowling va donner de l'épaisseur à un univers qui pourra accueillir l'intrigue du héros, c'est-à-dire la lutte contre le mal, et l'autre objectif est d'ordre philosophique. J.K. Rowling, en légitimant le parcours de Harry dans le monde fantastique, véhicule des messages spécifiques qui ont une visée pédagogique. S'il faut en effet lutter contre le mal, reste à définir ce qu'est le mal et à l'inverse, ce qu'est le bien. Il faut aussi définir ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. J.K. Rowling a donc un positionnement éducatif. Et cela s'exprime dès le premier volume. S'il y a en effet de la magie en Harry, ce n'est que dans un cadre scolaire chapeauté par un grand sage qu'il parviendra à la comprendre et à la maîtriser. Selon l'auteur, cette éducation est morale, puisque l'enseignement vise à construire des sorciers adultes, cultivés, capables de raisonnement et en mesure de se diriger eux-mêmes positivement dans le monde. Dans toute la saga, Harry sera guidé, même si il n'est pas le seul à s'incliner devant les préceptes moraux des enseignements de Poudlard. D'autres figures d'autorité accompagneront Harry et le guideront vers l'accomplissement personnel, c'est-à-dire dans la quête individuelle du bonheur. Ces personnages vont être multiples. Ce sera Hagrid, Minerva McGonagall, Remus Lupin, Sirius Black, et de manière générale, tous les membres de l'ordre du Phénix. Mais c'est, selon l'auteur, Dumbledore qui en est l'incarnation entière. C'est par définition un être bon, même s'il faudra attendre le 5e volume pour se questionner sur le sens de cette bonté. Dumbledore semble en permanence détenir une certaine vérité dont il ne dévoile des pans à Harry que de manière éparse et sur le temps long. Il peut donner des réponses là où elles manquent au héros, mais reste parcimonieux, poussant Harry à faire ses propres choix en fonction de son expérience. Et cela fait penser à la technique employée par Platon dans ses dialogues. Cette méthode renvoie à la maïeutique. Rappelons que Platon était l'élève de Socrate, et ici la maïeutique fait référence à l'art de faire accoucher les esprits. C'était une technique de Socrate que va également utiliser Platon. Selon l'auteur, la saga Harry Potter est comparable à un conte philosophique. Le point d'ancrage décalé avec l'utilisation du merveilleux va permettre de poser un regard moins subjectif sur nos propres vices, nos incohérences, nos complexités humaines, mais aussi d'entrevoir un possible futur positif dans Harry Potter. Nous passons maintenant à la deuxième partie du livre, qui sera sur le rôle éducatif au niveau historique du livre. Tout d'abord, l'auteur précise que dans Harry Potter, il y a une approche critique de la société des sorciers qui n'est pas parfaite. En effet, l'auteur explique que la difficulté des jeunes héros dans cette saga, quand ils arrivent à l'âge de raison, est de parvenir à se replacer dans une société qui est loin d'être exemplaire sur bien des points, voire des fois qui est même archaïque. Donc l'auteur parle notamment des elfes de maison, qui sont dans Harry Potter réduits en esclavage,
il y a également de flagrantes injustices du législatif, que ce soit au Major Mago ou à Azkaban. La société des sorciers n'est donc pas une société unifiée. Concernant les cours d'histoire de la magie, évoqués dans Harry Potter, ils sont eux-mêmes la transposition de nos propres cours d'histoire selon l'auteur, dont l'une des visées est civique. Des événements comme les révoltes des gobelins qui s'inscrivent dans une histoire en mouvement, cela fait penser aux révoltes populaires qu'il y a eu dans le monde des Moldus, donc notamment la Révolution française ou les insurrections en Europe au XIXe siècle. Il y a aussi de nombreux exemples et des références multiples qui permettent à l'auteur de se réancrer dans une histoire réelle à vocation mémorielle. L'auteur parle par exemple de la lignée des Black qui renverrait à celle des sœurs Mitford, qui est une famille de la noblesse britannique dont l'une partie lutta contre le joug hitlérien face aux autres qui épousèrent le mouvement fasciste. Et selon l'auteur, en construisant des événements historiques dans sa fiction, J.K. Rowling entend passer un message pédagogique, puisque, selon l'auteur, les horreurs du passé doivent servir de leçon pour l'avenir. Le message développé est aussi philosophique, car la transposition de ces événements vise à développer une morale et donc à faire un choix éthique à l'égard de nos actions individuelles et collectives. Après cette approche critique de la société des sorciers, il y a ensuite, dans la saga Harry Potter, la défense de la démocratie contre la tyrannie. Selon l'auteur, le cœur de l'intrigue de Harry Potter est tourné vers la défense des peuples opprimés par la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul individu, en l'occurrence ici, Voldemort. L'intention de Dumbledore sera d'éviter à tout prix de retourner vers une forme d'absolutisme, quel que soit le type de régime qui entend supplanter la démocratie, que ce soit l'Empire, la dictature ou la tyrannie. De plus, J.K. Rowling ne s'en est pas caché, Le Seigneur des Ténèbres est une relecture d'Hitler. Dans le livre L'Enfant Maudit, donc Harry Potter et l'Enfant Maudit aux éditions Gallimard, publié en 2016, le symbole de l'auguré, représenté dans un style fasciste, donc là je cite, cela rappelle directement l'aigle hitlérien. L'auteur ensuite explique quelle est la logique interne du régime de Voldemort. Le premier point est que, selon Voldemort, le pouvoir est tout. Celui qui le possède est en droit de gouverner. Donc c'est l'expression même de la domination. Le gouvernement, ici le ministère, n'est qu'un organe de contrôle de la population. Ensuite, dans le régime de Voldemort, il existe une organisation au sein de laquelle il y a une noblesse naturelle. Dans cette organisation, qui est elle aussi naturelle, car elle se base sur le sang, il y a une classification. Donc selon l'auteur, cela renvoie à une théorie du XVIIIe siècle sur le groupe des races hiérarchisées. Et donc il y a dans Harry Potter les expressions sang pur et sang de bourbe, pour indiquer une hiérarchie liée sur le sang. Et donc selon l'auteur, ce récit et cette mise en scène par J.K. Rowling est une mise en garde. En transposant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle s'inscrit dans une démarche anti-totalitaire, où chacun est amené à se méfier de ses propres exactions qui peuvent trouver un écho parmi les partis extrémistes. J.K. Rowling crée un environnement alternatif, donc qui va reposer sur la transposition du réel, où le lecteur est en mesure d'observer les conséquences d'un régime totalitaire et qui est libre d'établir son propre jugement. La condition humaine est donc en question dans ce livre et avec elle l'existence du contrat social. Donc, la notion de contrat social, donc ça fait penser à un livre de Rousseau, et qui était un philosophe. Et donc selon l'auteur, le contrat social c'est un pacte moral qui est implicite entre tous les membres d'une même société souveraine qui est encadrée par des lois et qui définissent les droits et les devoirs de chacun
et protège les libertés individuelles. Et par définition, une tyrannie, comme celle exercée par Voldemort, ne respecte pas ces critères et ne respecte pas le contrat social. Après la défense de la démocratie contre la tyrannie, l'autrice va également parler et aborder la question de la justice dans Harry Potter. L'auteur va en effet indiquer que derrière la négation du contrat social qui s'exprime quand Voldemort prend le pouvoir, c'est la question de la justice qui est en suspens. Car catégoriser les citoyens par la pureté de leur sang et châtier ceux qui ne correspondent pas au modèle défini par le tyran s'oppose frontalement à la liberté individuelle et au concept de démocratie. L'auteur indique ensuite que dans Harry Potter, les notions de pouvoir et de justice sont abordées à de multiples reprises, et Dumbledore est celui qui exprime toute la difficulté de trouver ce juste milieu qui permet de protéger la société sans la bafouer. À l'inverse, Voldemort, lui, affirme que la puissance, c'est-à-dire le pouvoir physique, est tout. C'est la loi du plus fort, c'est-à-dire l'idée qu'un conflit, quel qu'il soit, ne peut se résoudre qu'à travers l'issue d'un rapport de force. L'auteur va faire le parallèle avec ce sujet en parlant de Machiavel, qui avait affirmé l'impossibilité pour chaque humain de sortir de cette logique, donc de rapport de force. Selon Machiavel, le faible sera toujours plus faible que le fort, et c'est donc toujours ce dernier qui aura l'ascendant. Alors que de l'autre côté, Rousseau, en parlant de son contrat social qui encadrait les pratiques de rapport de force et en justifiant le pouvoir du peuple souverain, cela permettait d'assurer la pérennité d'une société démocratique. Se pose également la question de l'autorité, et J.K. Rowling va aborder dans la saga Harry Potter différents courants philosophiques sur ce qui fait le fondement de l'autorité. Elle peut reposer tout d'abord sur la soumission volontaire d'un peuple à un chef, donc cela a été théorisé par Thomas Hobbes, et il y a une attribution, donc ici, par le peuple à des fonctions définies, donc comme c'est le cas des ministres. Le fondement de l'autorité peut reposer ensuite sur la connaissance, donc là cela fait penser au philosophe Platon, mais aussi à un autre auteur comme Diderot. Cela peut également reposer sur le charisme, donc là on pense à l'auteur Max Weber, qui avait théorisé donc cette autorité, ce rapport à l'autorité dans ses livres. Et dans Harry Potter, le personnage dont l'autorité repose à la fois sur le charisme et la connaissance, c'est bien évidemment Dumbledore. Ensuite, l'autre fondement de l'autorité, qui est abordé par J.K. Rowling, est l'autorité qui repose sur une réflexion collective, avec un idéalisme éthique. Et là, ça fait penser aux théories développées par Habermas. Et ici, le personnage qui incarne, on va dire, la personne dont l'autorité repose sur la réflexion collective, c'est plus Hermione après la chute de Voldemort. Et l'auteur poursuit en indiquant que, à l'inverse de tout ce que nous venons de voir sur les fondements de l'autorité, celle-ci, donc l'autorité, est nulle quand elle est relative à un pouvoir autoritaire. L'auteur explique ensuite que J.K. Rowling prend le parti de Dumbledore. Selon elle, dans ses ouvrages, l'autorité n'est juste que parce qu'elle est éclairée et non parce qu'elle dépend d'une soumission aux règles écrites, c'est-à-dire aux lois. C'est le sens de ce que enseigne Dumbledore à Harry et Ron à la fin de la Chambre des Secrets. Il est légitime de ne pas suivre le droit si la situation l'exige. L'auteur précise toutefois que cette pensée philosophique ne peut pas se suffire à elle-même. Elle doit être encadrée par la loi, car le risque de dérive de l'autorité est important. Pour finir sur la partie de la justice dans Harry Potter, l'auteur va parler également de la loi morale qui est évoquée dans Harry Potter. Donc selon lui, Hermione est sur ce point un personnage fascinant, car elle incarne depuis le premier livre le respect des règles par
excellence. Mais elle ne le fait jamais de manière aveugle. Elle comprend qu'il peut être bon d'enfreindre la loi si l'intention est bonne. Donc c'est le cas par exemple quand elle prépare la potion de Polynectar pour découvrir si Drago est l'héritier de Serpentard. Et selon l'auteur, cela fait penser à deux philosophes, donc cette approche de la loi. Donc il y a tout d'abord la loi naturelle d'Aristote, qui renvoie directement à la loi morale, c'est-à-dire la loi qui est légitime dans une situation donnée, même si elle va à l'encontre de la loi écrite, c'est-à-dire du droit de la Constitution. Cette même idée a été développée par Kant, donc la loi morale, qui est le produit de la raison et la manifestation de la liberté individuelle qui dirige les actions des êtres humains, et ce sera le message de Dumbledore qui ne punira jamais Harry pour avoir défié les règles et donc son autorité, car Harry l'avait fait pour le bien, pour une bonne raison morale. Nous passons désormais à la troisième partie du livre, qui est le rôle éducatif moral dans Harry Potter. Quelle est la voie pour devenir bon? Pour l'auteur, délivrer cette morale est pour J.K. Rowling un impératif pédagogique. Et pour appuyer son propos, elle se joue des formes narratives en usant dans son propre récit de l'évocation de contes fictifs pour enfants avec une mise en abîme qui renforce le précepte qu'elle entend délivrer. Tout d'abord, l'auteur précise que dans Harry Potter, le mal est partout. Il est chez les Dursley qui martyrisent le héros, il est chez Drago qui est une sorte de double inversé de Harry, il peut être dans le ministère par l'expression de la loi et de la justice imparfaite, et il est présent chez Voldemort et chez les Mange-Morts. Selon l'auteur, Voldemort apparaît comme la négation même de Harry. Voldemort est l'illustration de la souillure d'âme qui a dénaturé son existence. Et Harry, quant à lui, est un être humain bon qui a une existence heureuse. Et cela fait penser au philosophe Platon qui écrivait dans Gorgias que le plus heureux des hommes est celui qui n'a aucun vice en son âme. L'évolution physique de Tom Jedusor va être représentative de sa progressive descente aux enfers. Tom est décrit comme très beau dans sa jeunesse. Il est le portrait de son père qui était considéré comme un homme particulièrement séduisant. Mais son altération physique va débuter bien avant sa résurrection. Les souvenirs de Dumbledore au moment où Tom Jedusor cherche un emploi à Poudlard s'attachent à la description de la transformation physique de Tom. Ce n'était plus le séduisant jeune homme. L'évolution physique de Voldemort est aussi une illustration de la thèse de Platon selon l'auteur. Et selon Platon, l'acte injuste souille l'âme, comme l'action vertueuse accomplit son essence. La sanction de l'homme injuste est la misère de son âme et de sa vie. Et cela nous fait penser aux moyens, évidemment, de la création des Horcruxes, qui est possible par un acte maléfique, voire même l'acte maléfique suprême, tuer qui déchire l'âme. Et cela explique la déliquescence du physique de Voldemort, son évolution physique. Après avoir rappelé que dans le monde d'Harry Potter, le mal était partout, nous pouvons revenir aux morales qui sont abordées dans Harry Potter. Selon l'auteur, J.K. Rowling précise les conditions d'application de la morale, et c'est pourquoi les contes de Biddle le Barde sont si importants. Leur forme reprend les contes traditionnels, en particulier avec la présence d'une morale qui vise à éduquer les jeunes générations. Donc là, l'auteur explique toutes les morales qui sont évoquées dans les contes. Donc la première, c'est qu'il faut être bon avec son prochain. Donc ça fait penser au conte Le sorcier et la marmite sauteuse. Il faut ensuite accepter la douleur, ce que l'on est, et être dans la tempérance. Ça fait penser au conte La fontaine de la bonne fortune. Il faut ensuite accepter l'amour et se garder de devenir monstrueux. C'est le conte Le sorcier au cœur velu. Il faut se défier de la puissance et respecter autrui. Donc c'est le conte Babiti, Lapina et la souche qui gloussaient. Il faut enfin accepter la mort et ne pas s'adonner à la recherche du
pouvoir. C'est le conte des trois frères. À travers ses écrits, l'autrice, donc J.K. Rowling, va donner les clés de compréhension de la morale de Harry Potter. Selon l'auteur, dès le premier livre, Dumbledore, donc qui est le sage qui va aider Harry dans sa quête, il va expliquer à Harry que ce sont nos choix qui font ce que nous sommes. Cette affirmation délivrée dès le tout premier roman amorce selon l'auteur la pédagogie morale qui est délivrée par J.K. Rowling. Le choix de nos actions, c'est-à-dire de notre libre arbitre, définit ce que nous sommes, tout au moins en partie, et faire le bon choix, c'est donc un pas de plus sur le chemin pour devenir un humain bon et donc heureux. L'auteur explique ensuite que les 4 maisons, quant à elles, établissent les grandes valeurs et les grandes vertus. Ils ne font que se compléter. Il y a chez Gryffondor le courage et la détermination, chez Poufsouffle la loyauté et la patience, chez Serdaigle la sagesse et l'érudition, et chez Serpentard l'ambition et la ruse. Nous passons désormais à la 4e partie, l'histoire de Harry Potter, une quête initiatique. Et donc c'est pour moi vraiment la partie la plus intéressante du livre. Selon l'auteur, Harry Potter va tout au long de la saga suivre une quête initiatique. Je cite l'auteur. Harry Potter reprend dans son intrigue l'épopée du héros traditionnel, marqué par un cycle qui se répète dans toutes les mythologies. Séparation du monde de la vie habituelle, expérience initiatique jonchée d'épreuves, puis retour parmi les siens, chargé d'un savoir qu'il peut partager aux autres. L'auteur précise que la philosophie s'est intéressée à cet idéal du héros, et différents penseurs ont avancé leur définition du héros. Pour Hegel, cela renvoie au grand homme de l'histoire dont Napoléon était une représentation. Il y a aussi le philosophe Nietzsche qui lui a développé l'idée de l'Ubermensch, c'est-à-dire le surhumain. C'est une figure qui est associée à ce que le philosophe nomme l'éternel retour. Je cite une partie du livre. Le test de l'éternel retour nous permet d'envisager la pensée la plus affirmatrice, celle qui dit oui à la vie sans rien accepter, et qui s'avère dans cette volonté de revivre à l'identique la totalité de sa vie. Point. L'auteur poursuit en écrivant, je cite, « Or, Harry apprend tout au long de son histoire à accepter les souffrances, à accepter la mort, celle des autres, mais aussi la sienne. Il se retrouve pleinement dans le concept d'éternel retour, contrairement à Voldemort qui craint la mort et tente par tous les moyens de détourner sa propre finitude. » L'auteur poursuit en écrivant « Le surhomme est également celui qui a la volonté de puissance, qui correspond non pas à la recherche du pouvoir, mais à la juste maîtrise de soi. Or, Harry démontre à de nombreux moments que sa puissance est supérieure à celle de Voldemort. Le final nous le prouve puisque le héros obtient les 3 reliques, mais ce n'est pas le seul moment. Point. Harry incarne donc un modèle philosophique qui tient une place dans la mission pédagogique de J.K. Rowling. Donc je cite l'auteur. Il est ce possible humain idéalisé pour toute une génération de jeunes lecteurs, mais aussi l'expression d'une éthique forcément positive à laquelle les adultes peuvent se projeter, ou, tout du moins, se replacer pour décider si leurs actions sont bonnes ou non. Mais avant d'en arriver à ce point, le personnage doit accomplir une quête qui l'amènera à apprendre et à comprendre le sens de son existence, le sens de la vie. En d'autres termes, il doit grandir. L'auteur débute cette partie en indiquant qu'au départ, Harry a une personnalité vierge et il va se construire tout au long de la saga. Et le fait que Harry ait cette personnalité vierge permet au lecteur de se projeter en lui, car Harry a, dès le départ, comme je l'ai dit précédemment, une personnalité vierge, ce qui est étrange selon l'auteur, car Harry est un orphelin qui est martyrisé par sa famille, par sa tante, son oncle, et il aurait pu devenir comme la petite sœur de Dumbledore. Mais J.K. Rowling a fait le choix de prendre le temps de développer et de définir une personnalité
en inversion à Drago et à Voldemort, qui apparaissent comme des opposés au héros. L'autre élément important, c'est que Harry, tout au long de sa quête, va devoir faire des choix, et sa destinée n'est pas écrite à l'avance. L'auteur dit bien que Harry Potter nous enseigne plusieurs leçons. Parmi elles, il y a l'idée que ce qui fait la valeur d'un individu, ce sont ses choix. L'auteur précise également que le directeur de l'école l'exprime et l'explique à Harry, il n'y a pas de destin. Si Harry est en effet l'élu, c'est parce que Voldemort a décidé qu'il en était ainsi, après avoir lui-même pris connaissance d'une partie seulement de la prophétie. Si Voldemort avait choisi d'attaquer les Langubas plutôt que les Potter et que Frank ou Alice avaient protégé leur fils comme l'a fait Lily, c'est Neville, qui est né un jour avant Harry, qui aurait reçu la cicatrice et aurait ainsi été désigné comme l'élu. L'auteur explique que Harry Potter n'est donc pas obligé de combattre le Seigneur du Mal. Il devra pourtant le faire pour être en paix avec lui-même, et parce que s'il n'entre pas dans la lutte, s'il ne meurt pas au combat, Voldemort ne pourra jamais être détruit. En effet, Harry est devenu un Horcrux involontaire. Donc, selon l'auteur, Harry Potter garde donc bien son libre arbitre, mais sa vie est inscrite dans une logique de cause à effet. Et c'est en philosophie ce qu'on appelle le déterminisme, qui a été porté par plusieurs penseurs comme Descartes, Hobbes ou Leibniz. L'auteur poursuit en développant l'importance des choix dans Harry Potter. Il dit bien que le héros, durant ces 7 années, aurait pu décider de quitter Poudlard, et au regard de son expérience de vie à l'école, personne n'aurait été en droit de le lui reprocher, et il ne l'a pourtant pas fait, malgré un grand lot de souffrances, notamment la mort de Sirius, qui a été une épreuve difficile pour le héros. Dumbledore a aussi expliqué à Harry que souffrir, cela prouvait qu'il était toujours un homme et que la douleur fait partie de l'être humain. Le directeur de l'école interroge ici 2 pensées philosophiques. Il y a tout d'abord la pensée philosophique de Pascal, selon lequel l'être humain cherche à échapper à sa condition mortelle par les plaisirs du divertissement, mais que quand il est seul avec lui-même, sa pensée le renvoie vers sa finitude et donc l'inutilité de son existence. Pour Dumbledore, la seule solution à l'acceptation de cette condition mortelle est que souffrir fait partie du chemin. Dans cette perspective, la recherche du divertissement, du plaisir, constitue un échappatoire qui détourne l'être humain du vrai chemin, au risque de se perdre. Dumbledore évoque également, quand il parle de la nécessaire douleur inhérente à la condition humaine, cela fait penser au philosophe Nietzsche avec sa citation célèbre « Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort ». Pour le philosophe, l'expérience de la souffrance, comme celle du plaisir, participe à la recherche humaine de la volonté de puissance. Elle est donc un chemin nécessaire pour envisager de se dépasser soi-même. L'acceptation de la douleur n'est pas détachable de la condition humaine et permet de se dépasser, comme l'explique Dumbledore dans l'ordre du Phénix. Dumbledore dit en effet à Harry « Le fait que tu sois capable de ressentir une telle douleur constitue ta plus grande force. » L'auteur rappelle donc que la liberté humaine repose sur la possibilité de faire des choix, comme celui de Harry quand il arrive à Poudlard, quand il négocie avec le Choixpeau magique pour ne pas rentrer à Serpentard. L'auteur parle ensuite, dans la quête initiatique de Harry, du fait que le héros va apprendre 3 leçons tout au long de sa quête. La première sera celle de l'absurdité du monde, avec l'amour comme réponse. La deuxième sera que la vérité est accessible par la connaissance. Et la troisième leçon sera le dépassement de la mort par l'acceptation de celle-ci. Commençons tout d'abord par la première leçon. Dans l'ordre du Phénix, Harry entre en crise existentielle à la fin du livre. Et cet état, c'est la phase de compréhension de l'absurdité du monde. C'est un passage que chacun de nous a éprouvé au moins une fois dans sa vie. Selon l'auteur, il dit bien « Quel est l'intérêt de la vie, puisqu'à la fin, nous mourrons tous ?»
Ces interrogations nous plongent dans les questions existentielles de Sartre, mais aussi dans la notion d'absurde qui est liée à la pensée de Camus, qui a écrit un livre sur le mythe de Sisyphe. Et selon Camus, l'être humain cherche une raison à son existence dans le monde. L'auteur va expliquer que s'il faut continuer à exister malgré l'absurdité de la vie, s'il faut poursuivre la lutte pour le bien, même si elle semble vaine, c'est pour l'amour. L'amour de Harry pour ses parents, l'amour pour Ginny, l'amour pour ses amis et pour Dumbledore. L'amour est un moteur d'action qui a poussé Harry et ses amis à sauver par exemple Ginny du journal de Tom Jedusor, mais aussi de Sirius du baiser du détraqueur. Si Voldemort est quant à lui la négation de cet amour, c'est parce que l'amour pour autrui se fonde pour l'auteur dans la tolérance, l'acceptation de l'autre, dans ce qui fait ses différences et ses particularités. L'amour de Dobby pour Harry et de Harry pour Dobby est l'incarnation de cette ouverture qui façonne un lien indestructible. Nous passons désormais à la deuxième leçon qui est apprise par Harry dans sa quête, qui est que la vérité est accessible par la connaissance. L'auteur précise tout d'abord que l'accès à la vérité est en quelque sorte contenu dans l'ADN de Harry. En effet, sa jeunesse n'est que mensonge. Il ne connaît pas la vérité de la mort de ses parents, ne sait pas qu'il est un sorcier. Son mentor, Dumbledore, l'éduque avec un objectif secret, le maintenir en vie pour qu'il meure au bon moment. Son essence est un mystère. Il porte la cicatrice, possède certains des pouvoirs de Voldemort et ne sait pas encore qu'il est un Horcrux. Son épopée a pour but d'expliquer d'où il vient, ce qu'il est et ce qu'il deviendra. L'auteur précise que la vérité a été évoquée à de multiples reprises et à de multiples questionnements philosophiques au long des siècles. La philosophie grecque se donnait pour objectif de discerner le vrai du faux, en prenant le contre-pied des sophistes qui, eux, enseignaient l'art de la rhétorique. Dans le Moyen-Âge occidental, la vérité était nécessairement liée au divin par définition, car elle appartenait à Dieu. Saint Augustin et après lui Saint Thomas d'Aquin affirmeront que les vérités de la foi peuvent être lues indépendamment des vérités raisonnables. Il y a eu ensuite le développement des sciences à la Renaissance qui a bouleversé l'approche de la vérité. Si l'existence de Dieu restait une question fondamentale, la vérité quant à elle ne pouvait être qu'accessible par la logique et la raison. Cela fait penser au philosophe Descartes avec sa méthode de pensée fondée sur le doute, et le philosophe Kant, lui, affirmait que seule la vérité scientifique était vérifiable, mais qu'elle ne pouvait jamais être totale car elle était étudiée par l'humain qui est lui-même subjectif. Et le philosophe Hegel allait plus loin en déclarant que le vrai était le tout. Nous pouvons arriver à la vérité si l'on prend la mesure de la totalité des faits en se défaisant des représentations. L'auteur donne ensuite des exemples de cette leçon que va apprendre à Harry tout au long de sa quête. Il dit bien que les héros vont avancer dans la quête par le biais de la connaissance à l'origine du dénouement de chaque roman. Les protagonistes vont devoir comprendre avant d'agir. Pour sauver Ginny, ils doivent déchiffrer les mystères de la chambre des secrets et connaître l'existence du basilic. Pour sauver Sirius, ils doivent accepter la logique prouvant la vérité de son innocence. Ainsi, la majorité des intrigues vont être résolues grâce à l'intelligence, la curiosité, la force d'esprit. Ainsi, la méthode philosophique et pédagogique avancée par J.K. Rowling est que la vérité n'est accessible que par la connaissance, le savoir. C'est elle qui dirige l'intention et donc le choix moral. L'auteur précise ensuite que une autre méthode va être avancée par J.K. Rowling pour accéder à la connaissance. Dans le dernier volume de la saga, Harry va se confronter à un problème de taille. Est-ce que Dumbledore, pour lequel il a une foi aveugle, est-il véritablement digne de confiance? L'ouvrage est alors marqué par l'avènement du doute, renforcé par les fameux mystères de Dumbledore qui complexifient l'image du grand sage. L'accès à la connaissance par le doute renvoie, comme nous l'avons vu plus tôt, au philosophe Descartes.
L'auteur indique que douter de Dumbledore va permettre à Harry, par l'observation dénuée de préjugés et par l'analyse, de parvenir à sa propre conclusion. Qu'importe que son maître à penser était honnête ou non, quant à ses intentions, la destruction des Horcruxes est la priorité, car le danger est réel. Et à la fin de la saga, Harry atteindra la compréhension du monde, la vérité, et triomphera. Je vais ensuite citer une partie du livre où l'auteur va expliquer, après que Harry ait subi le sortilège Avada Kedavra et qu'il se retrouve dans un espace créé par son propre esprit, aux côtés du fragment d'âme de Voldemort, ce que cela signifie pour l'auteur. Je cite, « À la première lecture, cette scène est troublante. L'autrice interprète-t-elle la vie après la mort? Mais le sujet n'est pas là. Ce chapitre, l'un des plus magistraux de toute la saga, donne des clés essentielles pour comprendre le sens de la quête du héros. De savoir si Dumbledore intervient en tant que spectre ou comme produit pur de l'imagination de Harry importe en fait peu. Ce qui compte, c'est l'évolution et donc l'élévation spirituelle du protagoniste. À travers la conversation avec la représentation du directeur de l'école, il n'est jamais que dans un dialogue avec lui-même qui lui permet de décoder les événements et d'entrevoir un futur potentiel. L'auteur poursuit un peu plus loin en écrivant, je cite, « Savoir si Harry a ressuscité ou n'est tout simplement pas mort n'a pas de sens sur cette question. Le fait qu'il donne l'impression de revenir de la mort tient avant tout du symbole. Ce qui importe, c'est que durant ce chapitre, le héros a atteint sa vérité, sa compréhension du monde et peut alors revenir triomphant. » Nous passons maintenant à la troisième leçon qui est abordée dans la saga Harry Potter, qui est le dépassement de la mort par l'acceptation de celle-ci. L'auteur dit bien que Harry a dépassé l'aspect terrible de la mort par l'acceptation. En effet, combattre la mort est impossible. Le seul moyen d'en être le maître, c'est de l'accepter. Et c'est là qu'intervient le personnage désintéressé par excellence de Harry Potter. Dumbledore, quant à lui, a échoué dans la quête de l'acceptation de la mort. En effet, c'est en voulant combattre la mort que Dumbledore a glissé le doigt dans la bague des Gaunt, espérant pouvoir utiliser la pierre de résurrection. Mais en faisant cela, il a signé son propre arrêt de mort puisque le bijou était un Horcrux. Et là, je cite l'auteur, « Symboliquement, Dumbledore s'est condamné lui-même à la peine capitale en faisant preuve de démesure. Combattre la mort est impossible. Le seul moyen d'en être le maître, c'est de l'accepter. » L'auteur précise ensuite que dans la saga Harry Potter, il y a un rappel assez fréquent en rapport à la mort, et certaines paraboles et citations portent un sens très fort, comme par exemple l'épitaphe présente sur la tombe des parents de Harry, qui dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cette phrase dont la signification échappe en premier lieu à Harry est reprise selon l'auteur à l'apôtre Paul dans le premier épître aux Corinthiens, et cela renvoie directement à la crucifixion et à la résurrection du Christ. C'est un clin d'œil et c'est avant tout l'occasion d'insister selon l'auteur sur la dimension spirituelle de la quête du héros. En effet, c'est en ayant l'expérience de la mort sous toutes ses formes que le personnage est en mesure d'accomplir son geste avant de revenir parmi les vivants pour dispenser son précieux savoir. La résurrection symbolique de Harry dans les reliques de la mort le replace dans un rapport christique, une expérience de pensée à travers laquelle il accède au savoir, à la vérité dénuée de ses fausses représentations. Mais l'auteur précise que le sens de la phrase « le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort » est à rechercher ailleurs, et en partie dans les mots de Dumbledore, selon lequel la mort est une aventure, elle est un ennemi car nous la craignons, et le seul moyen d'en venir à bout, c'est finalement de l'accepter. C'est pourquoi elle ne sera jamais le dernier ennemi contre lequel nous serons amenés à combattre. Mais accepter cette pensée selon l'auteur n'est pas donné de fait, et c'est bien la quête de Harry, toute sa quête, qui lui permet d'atteindre la connaissance et d'épouser cette vérité existentielle à la fin de cette quête.
Dans les reliques de la mort, Harry comprend le sens de la mort. Il éprouve l'acceptation finale. Donc là, l'auteur cite une partie du livre. À la fin, il est écrit « Harry avait finalement compris qu'il n'était pas censé survivre. Sa tâche consistait à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. » Fin de citation. Cette ultime épreuve est l'expression non pas de sa soumission, mais de son choix personnel, c'est-à-dire de son libre arbitre, sa liberté individuelle. C'est à ce moment qu'il est déjà le propriétaire des 3 reliques de la mort, sans l'avoir compris, et qu'il devient le maître de la mort, là où Dumbledore lui-même n'y était pas parvenu. L'auteur précise que l'acceptation de la mort est une finalité que visent les religions, mais pas uniquement. Cela fait penser aussi au philosophe Socrate qui a été condamné à mort par les juges athéniens et qui a expliqué qu'il s'était entraîné toute sa vie à mourir et qu'il n'avait aucune raison de redouter la mort qui n'était qu'un élément de la vie. Socrate a incarné pour de nombreux penseurs grecs un modèle fondamental, celui de la bonne stature face à la mort. À l'inverse de Harry, Voldemort est celui qui a refusé sa condition mortelle. Voldemort est l'incarnation de l'homme qui lutte contre la mort, mais ce n'est pas le seul. La saga est peuplée de personnages qui ont les mêmes dispositions d'esprit, ce qui renforce l'action héroïque de Harry. Donc, on l'a dit précédemment, Dumbledore, lui aussi, a échoué dans l'acceptation de sa condition mortelle. Il meurt d'avoir glissé son doigt dans la bague des Gaunt. L'auteur rappelle que dès le premier livre, dès la première intrigue de la saga, la question de la mort était centrale avec le rejet de la finitude humaine incarnée par Nicolas Flamel et la fameuse pierre philosophale. Le refus d'accepter la mort s'exprime aussi dans l'existence des fantômes, parmi lesquels Mimi Géniard qui hante les tuyaux ou Helena Serdaigle qui vit dans le regret de sa vie passée. L'auteur explique aussi qu'il y a un lien symbolique entre les Horcruxes et les reliques de la mort, car ces 2 éléments sont impossibles de pouvoir infini, tout ce que désirent les êtres humains, et Harry lui aussi ne dérogera pas à la règle tant il est tenté par la baguette de Suro. Or, par ses stratégies pour atteindre l'état d'immortalité, Voldemort s'oppose à sa nature, et il est même contre nature. La logique platonicienne, donc selon l'auteur, ça explique la lente destruction de Voldemort, marque son impureté qui va s'exprimer par étapes. Donc, tout d'abord, l'auteur dit que Gédudor ne comprend pas le sens de l'existence et c'est sa première faute, car il rejette sa condition humaine, il rejette sa propre finitude. Ses actions vont alors le dénaturer profondément, avec la création des Horcruxes par le meurtre, avec l'ingestion du sang de licorne qui laisse une demi-vie, une vie maudite, et il ira jusqu'à l'abomination avec sa renaissance par l'utilisation des os, du sang et de la chair. C'est une référence ici qui est biblique. Quand Voldemort revient d'entre les morts, il embrasse une toute-puissance, il incarne un être rattaché au divin, car les lois naturelles du genre humain ne s'appliquent plus pour lui, puisqu'il a œuvré contre. Mais cette toute-puissance, selon l'auteur, est relative, car il est, malgré tout, mortel. En effet, les Horcruxes peuvent être détruits, et c'est sa seconde erreur de jugement, qui est alors de considérer qu'il est intouchable, et c'est ce qui le rend vulnérable. Il est également possible d'analyser les choses, selon l'auteur, en s'appuyant sur la mythologie, notamment la mythologie grecque. Les dieux punissaient les êtres humains qui faisaient preuve de démesure. Ça s'appelle également l'hubris. C'est quand un être humain œuvre en pensant être l'égal des dieux. Voldemort est ici une incarnation possible, mais monstrueuse de démesure, et du transhumanisme selon l'auteur, qui est un mouvement interdisciplinaire qui vise à développer les capacités humaines dans le but d'améliorer notre condition. Et selon l'auteur, J.K. Rowling s'oppose frontalement à cette doctrine, privilégiant non pas l'évolution matérielle du corps, mais bien l'élévation spirituelle, seul moyen selon elle d'accéder à une forme d'accomplissement. Cela s'exprime dans la quête de Harry.
à l'inverse de son ennemi, car Voldemort cherche par tous les moyens à stopper le processus naturel. Or, Harry, à l'issue de sa compréhension du monde, à l'issue de son dernier combat contre Voldemort, atteint la tranquillité d'âme, la fameuse ataraxie si chère aux épicuriens. Nous passons désormais à la conclusion du livre. Donc, l'auteur va parler de Fulsec, le phénix, qui est l'animal légendaire qui se réincarne à partir de ses propres cendres. Il dit que le choix de cet oiseau de feu n'est pas anodin. Cela annonce la complexité de la quête de Harry au regard de la tentative de Voldemort d'atteindre l'état d'immortalité. Le phénix est présent dans la mythologie depuis l'Antiquité et a été associé au bien, car il aurait été le seul animal à ne pas se repaître du fruit interdit dans la Genèse, et c'est pourquoi Dieu l'aurait récompensé par sa longévité. Il fut également associé à la résurrection du Christ. Outre l'aspect religieux, selon l'auteur, le phénix est la représentation à lui seul du cycle éternel de la vie. Et c'est pourquoi il se place symboliquement du côté du vivant, c'est-à-dire du côté de Harry Potter, et non de Voldemort. La fiche de lecture est désormais terminée. J'espère que cela vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est un livre qui est assez facile d'accès. Il est écrit d'une manière très claire et je trouve que c'est un parfait livre pour découvrir et apprendre la philosophie, on va dire les bases de la philosophie. Ça ne fait pas peur à ceux qui pensent que la philosophie est quelque chose de très compliqué, très hermétique. Et en utilisant Harry Potter pour introduire la philosophie, je trouve que ce livre a réussi son pari et c'était très facile à lire, très facile à comprendre. C'était un livre aussi très intéressant parce qu'il était aussi un peu quand même profond sur la quête de Harry dans son acceptation de la mort. J'ai trouvé cela vraiment très intéressant. Et maintenant, pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout, nous allons passer à la partie bonus avec les étoiles dans le monde de Harry Potter. Commençons tout d'abord par l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Elle est visible surtout en hiver et au printemps. Elle est appelée Alpha Canis Majoris. Donc c'est une étoile double. Donc ça c'est important parce qu'il y a d'abord Sirius A et Sirius B. Donc Sirius A, c'est l'étoile qui est visible à l'œil nu, donc la nuit. C'est une étoile blanche. Et il y a Sirius B qui est, elle, une naine blanche. Et elle a été découverte en 1862. L'étoile Sirius est également connue, donc comme je vous l'ai dit, donc Alpha Canis Majoris, ça veut dire l'alpha du grand chien. C'est une étoile de la constellation du grand chien. Et en quoi se transforme Sirius Black? En chien noir. Sirius B, Black, chien noir. Et c'est le premier lien dans Harry Potter avec les étoiles, mais il y en aura bien d'autres. Et le petit point, on va dire, culture générale, c'est le lien entre Sirius et l'origine du mot canicule. Donc c'est vraiment, on va dire, en lien avec ce qui se passe actuellement avec la chaleur en France et en Europe. Canicule, ça vient de canicula, qui est le diminutif féminin de canis. Ça veut littéralement dire petite chienne. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains nommaient ainsi l'étoile Sirius qui faisait partie de la constellation du grand chien. Et pourquoi ils disaient canicula? Parce qu'à l'époque, Sirius se levait et se couchait en même temps que le soleil entre le 24 juillet et le 24 août. Du côté des Égyptiens au niveau de l'Égypte antique, Sirius se levait également en même temps que le soleil et était donc visible à l'aube. Cela marquait le nouvel an égyptien et le début de la crue du Nil. Et donc cela commençait en Égypte vers le 19 juillet, à la partie la plus chaude de l'année. Et donc c'est ce constat qui avait fait penser aux anciens qu'il existait un lien entre l'apparition de l'étoile Sirius et les grandes chaleurs météorologiques. D'après Ovide, la constellation du chien était responsable du fait que le soleil pouvait brûler les récoltes à ce moment de l'année. Et donc cela faisait du chien, ou des chiennes plutôt appelées roux, les victimes pour essayer de conjurer le sort. Il y avait des cérémonies romaines de l'Ojurium Canarium
qui étaient décrites dans des textes. Donc ça, je cite l'auteur Jean-Claude Lacam dans son livre « Le sacrifice du chien dans les communautés grecques, étrusques, italiques et romaines », dans son livre publié en 2008. Dans cette cérémonie de l'Ojurium Canarium, les chiens, donc les chiennes à pelage roux, étaient sacrifiés. On les immolait, donc on les brûlait pour qu'il n'y ait pas de canicule. Donc là, je n'ai pas trouvé de source, je me doute sur l'efficacité de cette méthode pour qu'il n'y ait pas de canicule. Après, je ne sais pas si ça marche, et heureusement, parce que je pense que ça pourrait donner des idées à certains. Revenons maintenant à l'étoile Sirius. Donc, actuellement, elle est plus visible en hiver et au printemps, comme je l'avais dit précédemment. Et elle est visible notamment dans ce qu'on appelle le triangle d'hiver. Donc c'est un astérisme, donc c'est une figure dessinée par les étoiles. Et là, elle est visible dans ce triangle qui est formé par 3 étoiles, les 3 étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord pendant l'hiver. Donc les 3 étoiles du triangle de l'hiver sont Sirius, Bételgeuse et Procyon. Donc sur l'image, vous voyez que Procyon est à gauche, Bételgeuse est à droite et Sirius est en bas. Passons maintenant à la famille de Sirius Black, la famille des Black. Et nous verrons que les noms sont très souvent liés aux étoiles dans cette famille. Donc vous pouvez tout d'abord voir que le frère de Sirius Black s'appelle Régulus. Cela vient de la constellation du Lion. Le père de Sirius s'appelle Orion. C'est la constellation qui est proche de la constellation du Chien, proche de la constellation où il y a l'étoile Sirius. Il y a le grand-père qui s'appelle Pollux. C'est dans la constellation des Gémeaux avec l'étoile Castor et l'étoile Pollux. Il y a Arcturus, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Boulier. Il y a aussi, vous voyez le nom Cygnus, cela fait penser à la constellation du Cygne. Il y a Andromeda, qui est la constellation, elle est en forme de A, donc c'est la constellation Andromède. Il y a aussi Bellatrix, qui s'appelle, au niveau des étoiles, c'est aussi Gamma Orionis, donc c'est une étoile géante bleue dans la constellation d'Orion. Il y a aussi Alphard, on voit dans l'arbre généalogique Alphard Black, qui est le fils de Pollux Black et de Irma Crab. Donc cela provient de l'étoile Alphard, qui est le cœur du serpent dans la constellation de l'Hydre. Et il y a également la constellation du Dragon, qui s'appelle aussi Draco, donc ça fait penser évidemment à Draco Malfoy. Je précise que Draco Malfoy, c'est plus la prononciation en anglais. Et enfin, comment s'appelle le fils de Draco? Il s'appelle Scorpius. Cela fait évidemment référence à la constellation du Scorpion. Donc, comme vous voyez, c'était intéressant, j'avais découvert ça un peu par hasard. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que J.K. Rowling se soit inspiré des étoiles et des constellations pour donner beaucoup de noms dans la famille des Black. Donc j'espère que ce petit point sur les étoiles vous aura intéressé. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de résumé de livres.